Alors aujourd'hui, on va plonger dans un des textes les plus importants, les plus percutants du XXe siècle, Idéologie et terreur de Hannah Arendt. On va suivre ensemble le cheminement intellectuel qui a mené à cet essai, un texte qui a complètement changé notre façon de comprendre le totalitarisme. Le fardeau de notre temps, c'était le titre anglais original de son grand chef-d'œuvre, Les origines du totalitarisme. Rien que ce titre, ça dit tout, non? On sent tout le poids de l'histoire qu'Arendt essaie de comprendre, le poids sur les épaules d'une penseuse face à une réalité qui dépasse l'entendement. Parce que c'était ça, le cœur du problème. Après la Seconde Guerre mondiale, comment on fait pour mettre des mots sur une horreur qui semble, justement, innommable? Tous les concepts politiques qu'on connaissait, la tyrannie, la dictature, eh bien, ils ne suffisaient plus. Ils n'arrivaient pas à saisir ce qui rendait ces régimes totalitaires si radicalement nouveaux. Il fallait donc inventer de nouveaux outils pour penser l'impensable. Notre histoire, elle commence en 1951, au moment où sort son livre qui va faire date, Les origines du totalitarisme. Et le livre, c'est un succès immédiat. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une œuvre majeure. Pourtant, Arendt, elle confie à ses amis qu'elle a le sentiment de ne pas être allée au bout, qu'elle n'a pas encore vraiment touché à l'essence, au noyau dur du totalitarisme. Il y a quelque chose qui lui échappe. Et cette petite frustration, eh bien, ça va être le moteur d'une nouvelle enquête intellectuelle. Le livre, il était pourtant brillant pour retracer les origines historiques, la montée de l'antisémitisme, les rouages de l'impérialisme, comment les mouvements totalitaires se structurent, tout ça c'était là. Mais ce qui n'y était pas encore, c'était la définition de la nature profonde, unique de la domination totalitaire. C'était la pièce manquante du puzzle, ce je ne sais quoi qui rendait cette forme de gouvernement complètement inédite dans l'histoire humaine. Et cette quête, elle va prendre un tournant décisif en 1952. Arendt fait un voyage en Europe, un retour aux sources qui va en fait provoquer une véritable révélation. Et là, tout s'accélère. En l'espace de quelques semaines, on peut suivre la naissance de l'essai presque au jour le jour dans les lettres qu'elle envoie à son mari. En avril, à Paris, l'idée germe, d'abord comme un cadeau pour son mentor, Karl Jaspers. En août, depuis Saint-Moritz, elle annonce que le texte est terminé. Entre les deux, une pensée qui s'élabore à une vitesse folle. Le premier indice, la première clé, elle la trouve en relisant un grand classique, Montesquieu. C'est lui qui lui offre une grille de lecture fondamentale. Pour Montesquieu, chaque gouvernement a une nature, c'est-à-dire ce qu'il est, sa structure, et un principe, ce qui le met en mouvement, ce qui le fait agir. Et ça va être la clé pour différencier le totalitarisme de tout le reste. Le deuxième indice, elle va le chercher beaucoup plus loin dans le temps, chez le théologien Saint Augustin. Elle tombe sur cette phrase qui va la hanter. L'homme a été créé afin qu'il y ait un commencement. À partir de là, elle va tirer une idée centrale sur ce que c'est que la liberté humaine. C'est notre capacité à commencer quelque chose de neuf, à être un commencement. Et voilà, c'est en connectant ces deux idées, Montesquieu d'un côté, Augustin de l'autre, que tout s'éclaire. C'est le déclic. Le totalitarisme, ce n'est pas juste une tyrannie empire. Non, c'est un phénomène politique radicalement nouveau. Regardons bien cette distinction, elle est absolument capitale. D'un côté, la tyrannie classique. Elle est sans foi ni loi, elle sert le bon vouloir d'un seul homme et son principe, ce qui la fait tenir, c'est la peur. Le totalitarisme, c'est tout autre chose. Il prétend, lui, obéir à une loi supérieure. Une loi qui serait celle de la nature pour le nazisme ou celle de l'histoire pour le stalinisme. Le chef n'est plus un tyran arbitraire, il n'est que l'humble serviteur, l'exécutant d'un processus qui le dépasse. Arendt donne un nom à ce concept, la loi du mouvement. Attention, le mot loi ici est un piège. D'habitude, une loi, c'est ce qui stabilise, ce qui crée un cadre protecteur. Ici, c'est l'inverse. La loi est un moteur de destruction, une force qui doit être en mouvement perpétuel. Le but n'est pas la stabilité, c'est l'accélération constante d'un processus. Et le but ultime de tout ça? Il est aussi simple que glaçant. Il s'agit de transformer l'humanité elle-même en l'incarnation pure de cette force. D'accélérer le cours de l'histoire ou de la nature en éliminant physiquement tout ce qui pourrait freiner sa marche et surtout, tous ceux qui pourraient la freiner. Alors, si l'idéologie est le moteur de ce mouvement infernal, Arendt va identifier son carburant, un carburant qui fait froid dans le dos, la terreur. Pour illustrer ça, Arendt prend un proverbe qu'on connaît tous. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Une petite phrase qui a l'air anodine, mais qui pour elle révèle parfaitement la mentalité totalitaire. C'est une logique où les vies humaines, les individus, ne sont plus que de la matière première, des œufs qu'on doit casser pour réaliser un grand projet historique. Et c'est là qu'on touche à l'intuition la plus puissante, la plus radicale d'Arendt. Dans un régime totalitaire, la terreur, ce n'est pas juste un outil pour faire taire les opposants. Non, la terreur, c'est l'essence même du régime. C'est ce qui maintient la loi du mouvement en marche, même quand il n'y a plus personne à opprimer.
En fait, c'est surtout là qu'elle se déchaîne. Pour décrire ce phénomène, Arendt utilise une métaphore saisissante. La terreur, dit-elle, est comme un lien d'acier, un étau qui serre les gens les uns contre les autres avec une telle violence qu'il finit par détruire tout l'espace qu'il y a entre eux. Et cet espace, c'est précisément là où peut naître la liberté, l'action, la parole, bref, les nouveaux commencements. Cet essai, qui est donc né en quelques semaines d'une pensée fulgurante, va avoir un destin et un impact absolument monumentaux. Ce qui n'était au départ qu'un simple hommage à son mentor devient d'abord un article publié en Allemagne et aux États-Unis. Puis, en 1958, il devient carrément le chapitre final, la conclusion définitive de son grand livre sur le totalitarisme. Et ce n'est pas tout. Les idées qu'elle développe ici vont servir de point de départ à son autre chef-d'œuvre, La condition de l'homme moderne. Arendt l'a dit elle-même, cet essai a apporté la dimension strictement théorique qui lui semblait manquer dans la première version de son livre. C'est avec ce texte qu'elle a enfin résolu l'énigme, qu'elle a trouvé les mots et les concepts pour définir l'essence de la domination totale. Et au final, toute cette analyse nous laisse avec une question qui est aujourd'hui encore absolument cruciale. Dans notre monde qui va si vite, qui est souvent obsédé par des processus qui semblent nous dépasser, comment fait-on pour protéger cet espace de liberté entre nous ? Comment est-ce qu'on préserve ce qui est peut-être le cœur de notre humanité, cette fameuse capacité à créer ensemble de nouveaux commencements ?